Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le seul et unique talk show quotidien consacré à toute la vérité. Comme moi, vous cherchez à comprendre, à être éclairé sur ce qui est dans l'ombre depuis bien trop longtemps. Alors bien sûr, certains m'insultent, d'autres veulent m'atteindre physiquement. Dans tous les cas, rien ni personne m'empêchera de vous offrir une autre vision des choses de la vie. Ici, fini les dogmes historiques, égyptologiques, scientifiques. Sur Ado tous les soirs, seule la curiosité l'emporte. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Dans tous les cas, si vous m'écoutez, c'est qu'on vous a parlé de moi. Toutefois, la mise en garde est importante. Vous allez entendre ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. C'est bien pour cela que si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Mon nom est Bob et jusqu'à minuit, je vais vous dire toute la vérité. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Pour commencer, place au secret des pyramides avec Dominique Youngblood. Bonsoir Dominique. Salut Bob, ça roule? Ça va bien. Écrivain, historien, spécialiste des civilisations antiques. Vous avez 28 ans de voyage et d'études, d'ouvrages et de conférences. Puis en 2010, vous avez créé le Nord-Sud Institute, une fondation vouée à la promotion des civilisations, de l'aventure et de l'exploration. De 2003 à 2006, vous avez exploré la planète afin de comptabiliser les vestiges inexpliqués ou les constructions étranges trouvées aux quatre coins du monde. Vous en avez d'ailleurs fait un livre, Civilisation antédiluvienne, paru en 2012 chez Pascal Galotte, éditeur. Merci en tout cas une nouvelle fois d'avoir été et d'avoir répondu présent à mon invitation. On va parler ce soir, Dominique, des pyramides, car quand je dis le secret des pyramides, il est vrai qu'il est énorme ce secret, n'est-ce pas? Ah oui, tu parles. C'est quelque chose de très sérieux, ouais. Et c'est quelque chose qui en fait a déjà été identifié il y a quelques années, déjà dans les années 30 et les années 50. Ouais. Mais ce qui est le plus extraordinaire pour moi, je sais que je suis quand même quelqu'un qui préfère vérifier les choses avant d'affirmer quoi que ce soit, c'est que j'ai été voir de près et j'ai testé ce dont je vais parler ce soir et je te garantis que ça marche. Alors, ce qui est incroyable, hein, Dominique, c'est que, et tu diras pas le contraire, c'est qu'on en trouve un peu partout des pyramides. Ah, tu m'étonnes. Il y en a pratiquement tout autour. Si on essaie de recenser toutes les pyramides sur la planète, tu vas les retrouver en gros tout au long de l'équateur, dans une bande qui va du tropique du Cancer à celui du Capricorne. Ah ouais. Alors, c'est comme si on avait un champ de pyramides, quoi. Littéralement comme un champ de pyramides. Mais tu sais, je t'en parlerai pas là parce que je pense que ce sera l'objet d'une autre émission. Mais je pense savoir pourquoi elles sont dans cette bande et uniquement dans cette bande. Ah, ça nous met l'eau à la bouche. Faudra prendre date, Dominique, pour revenir ici pour nous en parler. Ouais, tout à fait. Fais attention, ça va être un truc choc. Je te préviens d'avance. Bon, Dominique, pourquoi cette forme pyramidale? Pourquoi les gens de tout temps et de toutes les civilisations ont eu besoin, à un moment donné, de faire cette forme pyramidale? Qu'est-ce que ça signifie? Si tu veux, moi je me suis posé exactement la même question, parce que si on regarde bien toutes les constructions antiques, qu'elles soient antiques ou même pré-antiques, on a quand même quelque chose qui ressortait, c'était la pyramide, qu'elle soit tronquée ou pas, qu'elle ait un angle de 51 degrés 52 comme celle de Khéops, ou qu'elle ait des angles différents. Donc c'était quelque chose qui m'avait un petit peu étonné. Je me suis rapproché de ce questionnement, si tu veux, et j'ai rencontré un certain nombre de chercheurs qui faisaient des études sur cette forme, justement, parce qu'on va parler de forme pyramidale. Ouais. Et toutes ces pyramides, en fait, n'ont pas été construites. Enfin, la forme pyramidale n'est pas due au hasard, tu vois. Elle est due littéralement à une recherche scientifique des architectes de l'époque. Ouais. Donc voilà, donc si tu veux, moi j'ai fait cette analyse-là comme ça, je l'ai regardé, j'en ai trouvé un petit peu partout, et alors en plus ce qui est extraordinaire, c'est que tu as une pyramide au Mexique qui a exactement la même inclinaison en matière d'angle que celle de Khéops, tu vois. Ouais. Mais alors en plus, ce qui nous amène encore à penser à la communication, est-ce que ces civilisations de tout temps se sont laissées des petits mots, des livres, des bouquins pour les construire, voilà, on se dit... Je t'ai déjà dit, Bob, je ne crois pas du tout à la naissance spontanée de plusieurs civilisations un petit peu partout dans le temps, un petit peu partout dans l'espace. Je pense à une seule et unique civilisation, moi. D'accord. Qui s'est simplement répandue. Après, évidemment, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer dans cette émission, on va dire il y a eu des pertes de contact et ensuite des développements propres endémiques, on va dire, pour chacun. Mais je suis persuadé que la connaissance, elle, était unique, commune.
Parce qu'on part aussi déjà de l'étymologie du mot pyramide. Ah oui, complètement. Alors là, sur le sujet, je suis en train de prendre mes notes là parce que je te dis pas, j'avais un dossier monstrueux à te sortir, mais surtout ce qui est intéressant, où je l'ai mis ça. Ça c'était sur. Je te demande 2 secondes. Oui, t'inquiète pas, je sais que. Surtout les auditeurs, mais bon, il faut savoir qu'au départ, c'était voilà, tu vois, le truc de l'étymologie, c'est intéressant parce que le mot pyramide en grec pyra déjà se traduit approximativement par le feu, la lumière visible, tu vois. Et le mot midos a un sens approximatif lui aussi, mais en gros c'est au milieu d'eux. On peut donc en gros traduire le mot pyramide comme étant une figuration, une modélisation scientifique ou spirituelle d'un feu central, au centre de quelque chose, le centre de la Terre, du système solaire, de la galaxie, va-t-on savoir. Pour l'instant, hélas, on n'a pas tous les éléments. Par contre, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que la force pyramidale pourrait être une sorte de composante d'une super force provenant du Big Bang, de la création originale et qui habite l'univers dans son ensemble, y compris le vide intersidéral. Oui, parce qu'on peut imaginer aussi que toutes ces pyramides aux 4 coins de la planète, parce qu'on en trouve en Égypte, en Bosnie, en Chine, au Mexique, on en trouve partout, on peut imaginer que finalement c'était aussi un moyen pour ces civilisations de communiquer, ou un champ de communication, peut-être un axe de communication. Moi je dirais plutôt un réservoir énergétique. Tu veux que je te dise ça, très sincèrement, il y a un gars qui avait fait des études il y a quelques temps, et j'avais lu tous ses travaux sur Internet, où il était en train d'imaginer qu'il y avait une possibilité que les pyramides du plateau de Gizeh aient pu être des prototypes d'une sorte de centrale énergétique. Et en fait, après la découverte dont on va parler tout à l'heure, je commence à me poser la question si en fait on n'avait pas là une sorte, si les pyramides avant d'être des tombeaux, d'ailleurs il y en a très peu qui ont contenu des rois morts. Si bien sûr. Je ne veux pas uniquement focaliser sur l'Égypte, mais toutes semblent avoir un point commun, c'est cette énergie qui est contenue en elles, et c'est une énergie dont on va parler tout à l'heure, mais qui se rapproche beaucoup de l'énergie libre de Tesla, et ça on pourrait imaginer qu'en fait, les pyramides, dans leur ensemble, étaient une sorte de, je n'irai pas jusqu'à dire un réacteur nucléaire, puisque ça n'a rien de nucléaire, tu vois, mais quelque chose qui pouvait produire de l'énergie. Oui, parce qu'on a même imaginé que les pyramides d'Égypte étaient peut-être une sorte de centrale aquatique, que l'eau se serait engouffrée à l'intérieur et qu'elle pouvait provoquer justement une énergie par ces couloirs, etc. De toute façon, tu sais qu'on reste encore circonspect sur la gravure. Dans un des monuments égyptiens où tu as une sorte d'ampoule, là. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette gravure. On en a parlé ici, Oui. Donc il y a quand même des choses troublantes, tu vois, sur ce plan-là. Oui, sachant qu'on n'a jamais trouvé une trace de suie au plus profond des pyramides, et que la suie, quelles que soient les décennies et les millénaires, ça reste toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive toujours à trouver de la suie quelque part. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de suie, donc on s'est toujours demandé comment ils avaient pu construire des cavités si profondes sans lumière. Donc on imagine que l'électricité, l'ampoule, elle aurait pu être présente à l'époque. Tout à fait. En tout cas, quelque chose qui soit ressemblant. C'est ça, c'est incroyable. Alors, pas mal de questions arrivent, tu imagines bien, Dominique, sur la page Facebook. Je sais que ça va foutre le bordel, je te le dis, je le sais d'avance. On est là aussi, n'est-ce pas, Bob, pour repousser les frontières, non? Exactement. C'est pour ça que je suis là tous les soirs. Alors, première question, mon Elliot. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec le culte du soleil ? Alors, moi, je me pose la question de savoir si le culte du soleil ne sera pas un lointain rapport avec le culte énergétique tout court, tu vois. C'est ça. Oui, fatalement. Oui, donc, d'autant plus qu'on a trouvé aussi certains monuments, notamment en Amérique du Sud, qui pourraient être comparés à des fours solaires primitifs, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, donc, pour moi, et comme tu t'aperçois, l'adoration du soleil était quand même quelque chose de planétaire, ou que t'ailles, hein. Oui, et on s'aperçoit que depuis toujours, l'homme a regardé le ciel, hein. Ah, complètement, hein. Donc, avant même de savoir compter, il était astronome. Effectivement, qu'il y a un lien, je dirais même presque de cause à effet, tu vois. C'est ça qui est incroyable, parce que l'homme fasciné tout petit, aussi petit qu'il soit, sans avoir les moyens, ou alors peut-être l'avait-il, avait-il. Je te dis, il faut arrêter de se figurer qu'on était des demeurés primitifs dans une grotte.
Je t'ai déjà expliqué ce petit truc, cette petite démonstration toute simple. Tu prends des gars qui échouent, tu vois des gars dans un navire. Le navire coule, ils sont naufragés, ils tombent sur une île déserte. Ouais. Ils ont pratiquement rien pu embarquer de leur navire, forcément, puisqu'il a coulé assez rapidement. Résultat, ils essayent de se réfugier sur cette île et de faire ce qu'ils peuvent pour survivre. Et t'imagines que tout ça c'est filmé par une caméra, d'accord? Ouais. À un moment donné, tu fixes sur une image de gars qui ont flingué 2-3 marcassins du coin, qui s'en sont fait un blouson, si je puis dire, et qui sont en train de se démerder à allumer un feu au fond d'une grotte. Et là, tu dis arrêt sur image. Si tu regardes cette image, tu dis c'est des primitifs. Mais si tu connais le reste du film, tu te poses à ce moment-là des questions et tu te dis, est-ce que c'était pas des gens qui avaient des connaissances, mais qui se trouvaient en situation de difficulté, et on n'a d'eux que cette image aujourd'hui. Parce qu'on peut aussi se poser la question, alors déjà, que s'est-il passé si cette civilisation était finalement érudite, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un cataclysme? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a disparu, cette civilisation? Je te l'ai déjà dit dans l'émission précédente, les études que j'ai faites sur les civilisations antédiluviennes, donc celles qui vont au-delà de la date du déluge, que tu situes en gros à moins 7600 avant Jésus-Christ, ce sont des civilisations qui ont toutes, dans tous les textes, tous les éléments qu'on a pu trouver sur elles, font état de dérèglements climatiques majeurs. Aucune n'a été anéantie par une autre, par exemple. Mais c'est ça qui est incroyable, Dominique, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est vrai que même si l'histoire est assez circonspecte sur ce genre de théorie... Oui, mais alors je vais te dire, je t'arrête de suite, tu sais très bien que l'archéologie en général, et l'archéologie française, je ne vais pas me faire des amis, je te le dis de suite, l'archéologie française fixe sur des méthodes qui ont 200 ans et qui datent de Napoléon Ier. Mais c'est ce que je voulais. Peut-être leur demander de passer en archéologie 2.0, tu vois. Ben oui, mais c'est ça que je comprends pas, parce que au lieu d'essayer de comprendre, au lieu d'essayer d'expliquer, on est parti sur un dogme historique, scientifique, on s'est arrêté là, puis terminé. Ah ben le problème c'est toujours pareil, hein. Si tu utilises un matos qui a 200 ans pour faire des découvertes avancées, t'es mal barré, hein. Essaye un peu de travailler maintenant avec MS-DOS. On rigolerait bien, quoi. Ouais, mais c'est quand même assez hallucinant, Dominique, parce que on était avec Fred du forum Au-delà du miroir, il y a à peu près un mois, ou 2 mois, on faisait une émission sur tous les artefacts qu'on a pu retrouver aux 4 coins de la planète. Ça, j'ai un joli jouet pour toi de ce côté-là. Je t'enverrai des trucs intéressants sur des artefacts, c'est ce qu'on appelle les out of place artefacts. Des artefacts sortis de leur contexte historique. Bah oui, mais ça, on a le marteau de Londres, par exemple, 140 millions. C'est beaucoup plus fort que ça, mon pote, et tout le monde peut aller le voir. Tu veux que je t'en donne une belle? Dans ça en prime. Un iPhone. Tu vas au musée de Moscou. Il y a un crâne d'Orok à Moscou, c'est pas à côté, 1h30 d'avion. Hein, tu déboules là-bas, tu vas au musée de Moscou, tu as un crâne d'Orok qui s'est fait buter par une balle de calibre 9. Tu m'expliques ça? Le roc, il est mort il y a 40 000 ans. Ah oui, il y a un problème. T'es d'accord avec moi? On a comme une légère dichotomie, tu vois. Oui, il y a un vrai problème. Alors Dominique, tu restes avec nous. Dominique Youngblood est mon invité ce soir jusqu'à 22h. On parle des pyramides et fatalement on parle de nos anciennes civilisations. Qui, pourquoi, comment? Voilà toutes les questions que l'on se pose ici même tous les soirs. Si vous avez un tant soit peu, un peu d'ouverture d'esprit, bienvenue. Mon nom est Bob et comme tous les soirs sur Radio, je vous dis toute la vérité. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs sur Ado. Tous les soirs sur Ado. Découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Dominique Youngblood est avec moi, écrivain, historien, spécialiste des civilisations antédiluviennes. On parle, Dominique, donc de ces pyramides. Pas mal de questions arrivent, je te le disais, sur la page Facebook. Mon Elliot, tu peux les livrer. Oui, est-ce que vous êtes fan de la théorie de Graham Hancock qui dit qu'il y a une connaissance commune qui vient d'une civilisation disparue? Ça va beaucoup plus que ça. Non seulement je connais la théorie, je l'approuve, mais je connais très bien Graham, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va revenir sur la force pyramidale, parce qu'on s'aperçoit que, et là c'est assez incroyable, d'ailleurs, moi je suis jamais allé, j'ai jamais vu une pyramide de mes yeux vus, j'adore l'Égypte, mais moi les embrouilles et avoir, j'ai peur. En ce moment c'est un peu chaud, je te l'accorde, Bob. Il y a toujours des moments, pourtant je fais de la plongée, j'adorerais aller en mer Rouge, ma femme me dit on va pas là-bas, c'est pas le moment. On va pas tenter le diable, quoi qu'il en soit. Mais non, tu finiras pas otage.
Bon, bah écoute, moi je vais les saouler si je suis otage. Alors, Tu rigoles, tu vas faire l'animation. oui, c'est ça. Alors, la force pyramidale, on voit bien, elle vient d'où cette force pyramidale? Alors, je vais t'expliquer un truc. C'est très simple. On s'est rendu compte, on a fait des analyses électromagnétiques en construisant un certain nombre de modèles, et pas seulement en métal, parce que ça aurait été un petit peu facile de jouer avec le métal. Ouais. On l'a même fait en papier. Et tu sais que j'ai parlé à un moment donné que j'offrais un de mes livres, enfin Oui. le fameux livre Le secret des pyramides. Ouais. Dedans, il y a une pyramide à fabriquer et des expériences à tenter. Donc, comme je vais le filer, n'hésitez pas les auditeurs, vous le voulez, c'est gratos, c'est Bob et moi qui vous l'offrons. Ah ben voilà, il faut aller sur ton site, c'est ça? Non, même pas. Ils me balancent leur email et puis moi je leur envoie le fichier. C'est un e-book, mais bon, ils peuvent imprimer, il est PDF. Ils peuvent imprimer la pyramide sur un papier un peu Bristol. D'accord. Et puis ils lisent le bouquin, ils font les expériences. Tu vas voir, ils vont tous rester baba, je te le dis moi. Bon, magnifique. Alors, si vous n'avez pas le mail de Dominique, vous m'envoyez cela à moi, bob@adofm.fr, et je transmettrai, comme ça je vais pouvoir un peu écrémer tout cela, d'accord? Ouais, puis en même temps, je te l'enverrai parce que ça va être marrant. Faudrait que tu essayes chez toi, rien que pour rigoler, tu vas voir. T'inquiète pas, je vais essayer. Il n'y a pas de souci. Alors, cette force pyramidale. Alors allons-y, parlons de cette force pyramidale, si tu veux. En fait, pour te dire, elle semble en fait jouer le rôle de catalyseur d'énergie, de chambre d'écho, d'amplificateur, tu vois. Ouais. La structure en forme de pyramide, en fait, permet à cette force d'être révélée à travers la circulation qu'elle effectue, à travers ce volume particulier. Et c'est quand même assez dingue, parce que tu peux essayer avec un cube ou une sphère, ça marche pas, Ah oui. Ah oui, je te dis, c'est vraiment spécifique la force pyramidale, tu vois. Si on ignore encore l'origine et la nature exacte de cette force, tout ce que je peux te dire, c'est que l'étude de la structure pyramidale nous a permis, je dis à moi, parce que je me suis penché sur la question du coup, mais à un tas de professeurs à des noms imprononçables, où il y a des gens comme Drabal, il y a des gens comme Bergstresser, tu vois. Alors ce qui est intéressant avec Ralph Benstresser, c'est qu'il a bossé avec Nikola Tesla. Ouais. Hasard, tu vois, je mets un gros point d'interrogation, tu vois. Et puis on constate aussi à l'intérieur, qu'elle soit pleine ou creuse, de toute façon, cette force existe dans la pyramide. Pour en faire un bloc complet, ça fonctionne quand même. Mais alors, qui produit cette force? Elle, sa forme, c'est ça qui est dingue. C'est fou. Et le véritable problème alors d'aujourd'hui, c'est que je te balance tout ce que j'ai dans ce bouquin, tout ce que je sais, tout ce qu'on a trouvé à plusieurs, et des gens qui recherchent depuis plus de 50 ans aussi. Ouais. Mais on n'a encore pas la réponse d'où ça vient et comment ça fonctionne. Bah oui, c'est ça qu'il Ce qu'on faut. peut faire, c'est le constater. D'ailleurs, tu sais, sur ta page Facebook, j'ai balancé un petit communiqué sur l'interview qu'on allait avoir ce soir, et dedans j'ai mis des photos. Et tu as une photo qui a été prise d'une pyramide où tu vois nettement l'hélice hélicoïdale type hélice ADN de l'énergie qui est émise par cette pyramide. J'invite les auditeurs à plonger sur ta page et à aller jeter un œil, ils vont le voir. Et puis s'ils en veulent, ils en auront un petit peu plus, parce que dans le bouquin, il y en a quelques-unes de photos. Mais malgré tout, tu as été sceptique un peu au début, non? Mais si tu veux, au début, c'est pas le problème. Au début, tu as plein d'éléments. Tu sais, bon, en plus, l'énergie électromagnétique, ça se calcule en microns, surtout à ce niveau-là, tu vois. Donc, c'est toujours aléatoire. Tu te demandes si c'est pas une énergie résiduelle. Tu t'as beau foutre à 40 mètres ton ordinateur, tu te dis, on sait jamais, t'en sais ma montre, ou j'en sais, moi. Là où je suis devenu beaucoup moins sceptique, c'est quand je l'ai testé. Quand les gars m'ont dit, mais attends, t'as qu'à monter une pyramide, regarde, je te donne quelques expériences que tu peux faire avec, et là, tu vas être sidéré, mon coco. Et quand j'ai testé ces trucs-là, je vais te donner une expérience, comme ça, vite faite, que tous les auditeurs pourront tester après avoir avec le livre. Tu prends une lame de rasoir, enfin, je sais qu'il y en a maintenant qui travaillent avec Vic, donc ça va être un peu compliqué, mais enfin, si vous avez une lame de rasoir à l'ancienne, là, tu sais, les... Voilà, tu prends une lame de rasoir comme ça, mais alors bien niquée, tu vois, complète, tu la passes sous la pyramide, une nuit, tu la sors, elle est encore plus coupante que quand elle était neuve sortie de l'emballage. Putain, c'est fou ça. Ah oui, mais je te dis, il faut que tu essayes, tu vas voir, tu vas halluciner. Ce sont des expériences qu'on peut tenter qui marchent à tous les coups. C'est ça qui est fou. Mais, parce que ça marche aussi sur la viande, sur quoi? Est-ce que ça marche sur... Exactement. Alors ce qui est intéressant sur la viande, c'est qu'elle a un effet momificateur, tu vois. Et il y avait un gars qui s'appelait Antoine Bovis, qui est un Français, qui est un chercheur. En fait, Antoine Bovis, il a fait une étrange découverte, si tu veux, dans les années 30. C'était un gars qui s'intéressait de très près à ça, si tu veux. Il est allé visiter la pyramide de Gizeh, si tu veux. Enfin, la plus grande, c'est donc la pyramide de Khéops. Et lors de la visite de cette pyramide, il est tombé sur un cadavre modifié de souris, tu vois. Et ça lui a paru complètement bizarre, parce que
il aurait normalement dû être totalement décomposé, exhaler une odeur de charogne, je sais moi, tu vois. Ouais. Or, il était parfaitement conservé, comme momifié. Ouais. C'est dingue, hein, le truc. Et en plus, les expériences qu'on a tentées, là, tu peux toujours prendre du steak, alors tu choisis bœuf ou cheval, hein, en ce moment, c'est un peu ce que tu veux. et tu mets un morceau de ce truc-là, tu vois, une bouchée sous cette pyramide. Ouais. Et pareil, tu laisses courir quelques jours, tu vas voir, elle ne va pas pourrir, il ne va pas y avoir la moindre odeur. Elle va en fait se momifier. C'est le même effet que quand tu as un magnétiseur qui travaille sur un fruit ou sur un bout de viande, quoi. C'est pareil, quoi. Oui, sauf que là, c'est vachement plus puissant. Bah oui, c'est ça. Hein. Et puis surtout, on se demande qui est derrière cette force, parce que un magnétiseur, c'est une énergie humaine, etc. Sauf que là, c'est de la pierre. C'est ça qui est fou. Ah oui, non, mais là, tu sais, moi, je suis convaincu. Je vais te dire franchement. J'adore George Lucas parce qu'à mon avis, il a eu un éclair de génie avec sa force, tu vois. Ah ouais, je pense que c'est un initié, le monsieur. Il y a des chances, hein. Il y a des chances. Parce que je te dis, pour moi, je vois que ça. Hein. Je vois que ça. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'à un moment donné, ça ait pu être aussi une porte vers un autre monde? Alors, tu me parles de George Lucas, mais moi, je me souviens d'un film qui m'avait passionné. C'était Stargate. Tu te rappelles de cela? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Cette porte des étoiles qui nous ramenait, hein, pas très loin de l'Égypte d'ailleurs. Encore une fois. Je peux pas tout te dire aujourd'hui. Je veux pas révéler parce que j'ai un bouquin qui va sortir. Ça va péter sa sortie. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu touches à quelque chose de très sensible et de dingue. D'accord. Et moi, j'ai des éléments qui prouvent ce truc-là. Parce que beaucoup de gens, ce mystère autour des pyramides, Dominique, il n'est pas anodin. Je pense que si tu veux, si le dogme égyptologue ne veut pas bouger d'un iota, si les historiens ne veulent rien entendre, si les gens du CNRS ne veulent même pas... moi, je les ai invités ici pour essayer d'avoir des confrontations. Personne ne veut venir. Pas des rétro-satanas, t'es fou, là. Bien sûr, voilà, mais ils veulent pas venir. Donc... Ah non, mais de toute façon, c'est toi, Satanas, hein, dans le jeu. Ah bah oui, non, mais moi, je sais que... Moi, ils vont me brûler sur le bûcher un jour. De toute façon, il n'y a aucun problème, mais c'est pas très très grave. Non, mais je peux te donner un exemple, un truc intéressant que tu vas savoir. Ouais. Tu connais Zayawas, qui était le responsable des antiquités égyptiennes du temps de Moubarak. Ouais. Puis ensuite, il a été destitué et remplacé. Puis finalement, comme c'était le seul mec compétent du coin, ils ont été obligés de le remettre en place. Ouais. Mais notre ami Zaï, tu sais que entre la pyramide de Képhren et le Sphinx, il existe toute une série de couloirs et même un puits vertical qui plonge à plus de 29 mètres de profondeur, et dans lesquels j'ai un de mes potes qui est allé filmer et on a retrouvé là-bas le tombeau d'Osiris qui était censé se trouver à Abydos, tu vois. Que personne n'avait jamais trouvé. Et Osiris, tu sais que c'est le dieu du panthéon égyptien, le fondateur. Et même on dit que c'est une probabilité qu'Osiris soit même le dernier roi de l'Atlantide. Tu vois. Alors Dominique, on marque une pause musicale. On se retrouve dans un instant. On parle de ces pyramides. C'est passionnant, bien sûr, dès qu'on touche du doigt ces pyramides énormes, ces constructions, bien sûr, qui n'ont pas été réalisées par les Égyptiens. En tout cas, on commence à en avoir de plus en plus des preuves, et même si l'égyptologie veut bien nous faire croire le contraire, on est en droit en tout cas d'en douter, et moi j'en doute, et c'est pour ça que j'invite des curieux comme moi, comme Dominique Youngblood, des chercheurs qui essayent de comprendre en tout cas le sens même de ces pyramides. Alors pas mal de questions, Dominique, tu y répondras juste après la pause. Oui, notamment pour savoir comment elles se rechargent, les pyramides. Voilà. Est-ce que c'est une pile? Est-ce que c'est une pile d'énergie? On y revient dans un instant. Comme tous les soirs, si vous arrivez, vous serez scotché par tout ce qui est dit ici, qui n'a jamais été dit ailleurs. À Paris, Ado, c'est 97.8. À Toulouse, 93.1. Et bien sûr, via les réseaux sociaux, vous avez les players qui sont à votre disposition sur bob@adofm.fr. Non, sur le site adofm.fr ou alors sur le Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Vous avez entendu parler de moi au détour d'une conversation et vous avez décidé de vous caler sur Ado. Alors bravo, bienvenue. Je préfère malgré tout vous mettre en garde. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Cette émission est addictive. La preuve, je le répète, je viens tous les soirs. Même moi, je suis passionné. On tombe toujours sur le cul lorsque l'on parle des pyramides et qu'on veut bien sûr admettre qu'il y a autre chose que le dogme égyptologique qu'on veut bien nous vendre depuis des décennies, des centaines d'années. Et on en parle avec Dominique Youngblood, écrivain, historien, spécialiste des civilisations antédiluviennes. Dominique, il y avait une question qui est arrivée concernant l'énergie Elliott. Oui, comment se rechargent les pyramides? Oui, alors je vais y répondre, mais juste, tu passeras le petit coucou à Thierry Jamin, qui est aussi de mes amis. Ah ben voilà, il sera là demain.
Voilà, et je t'envoie bientôt Philippe Esnos. Si tu cherches le trésor de l'Eldorado et d'Altahualpa, c'est le meilleur indiqué. Eh ben voilà, on fera une belle émission avec eux, j'en suis persuadé. Ça marche, je te renvoie. Donc pour te répondre à la question, en fait, les pyramides ne se déchargent jamais. En fait, elles sont chargées en permanence et les conclusions les plus avancées des gens qui travaillent encore au-delà de moi sur ce genre de manifestation, si tu veux, d'énergie mystérieuse, pense qu'en fait, c'est une des manifestations de la matière noire. T'as entendu parler de cette matière noire qui emplit l'univers? Bah ouais, on n'arrête pas d'en parler. C'est plus le vide, en fait. C'est bien possible qu'en fait, l'énergie libre soit en fait un des éléments, comment dirais-je, des manifestations collatérales de cette matière, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà, donc en fait, elle ne se décharge jamais. Au contraire, on peut même s'en charger nous-mêmes, se charger d'elle. Parce que si tu veux, elle émet. Alors il faut le savoir, c'est un peu compliqué. Tu as déjà entendu parler, il y a beaucoup de gens, surtout des gens versés dans tout ce qui est New Age, qui te parlent d'ondes négatives et d'ondes positives. Oui. Alors il faut savoir que l'onde négative, c'est genre celle qui t'amène des emmerdes, c'est en fait une onde positive. Et que l'onde positive est en fait une onde négative, tu vois, ça fallait le savoir, quoi. Ouais, j'ai mal à la tête, là. Ouais, c'est une histoire de ions, enfin on va pas s'emmerder là-dessus, mais pour te donner une petite idée, ces pyramides en fait émettent des champs, et lorsque les gens, et tu vas le voir, parce que moi je l'ai essayé, je l'ai testé ce truc, je te jure, ça marche, hein. Ouais. Lorsque j'ai posé cette petite pyramide et que j'ai tenté mes expériences, je sais pas si c'est une arme anticon, mais garantie, ça marche bien. Hein. Et si c'est une arme anticon, alors il va y avoir du boulot, hein, quand même, hein, parce que il y en a un paquet quand même, hein, donc. Oui, je sais, mais ça va peut-être les rendre plus intelligents. Je sais pas, quelques neurones de plus. On sait jamais, les miracles, ça peut peut-être arriver de temps en temps. Voilà, donc je t'assure, c'est extraordinaire. En plus, je sais pas pourquoi, mais l'énergie est ionisée dans ta maison, quoi. C'est positif. Tu te sens bien, c'est un peu euphorisant, tu vois. D'accord. Alors, je vous avertis, c'est une drogue douce et elle est pas encore interdite. Bon, faut pas la fumer, faut la construire. C'est juste ça. Dominique, pourquoi, d'après toi, elles ont été construites, ces pyramides? Alors là, je vais... Est-ce que j'ai le droit de mettre un joker? Bien sûr, oui, t'as le droit. Oui, non, parce que si tu veux, toujours pareil, c'est lié à mon prochain bouquin, tu vois. Il sort quand que tu puisses nous en parler? Ah ben, normalement, il va sortir fin avril. En fait, c'est, si tu veux, que je te brosse très rapidement, mais très très vite, parce qu'on est sur les pyramides, là. Ouais. En fait, j'ai hérité en 2005 d'une manière particulièrement mystérieuse, ça j'en parlerai lorsqu'on sera à l'antenne, de carnet de voyage d'un explorateur des années 20. D'accord. Et qui est parti à la recherche d'une civilisation perdue qui s'appelle Shambhala, l'Agartha, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, oui, Shambhala. Voilà. Ces carnets, je les ai fait authentifier, je les ai fait absolument contrôler, je te garantis que c'est pas des hoax. C'est pas c'est pas des hoax, c'est pas des fakes. Ouais, bien sûr. Quoi. Voilà, c'est du solide. Ce qu'il raconte est assez dingue et les pyramides sont directement liées à ce qu'il raconte. Alors, tu sais qu'il semblerait qu'on ait trouvé, en tout cas c'est une rumeur depuis quelques décennies, qui affirme qu'il existerait une pyramide sous l'Alaska. Sous l'Alaska? Ouais. D'après différentes sources, il existerait donc une pyramide. Tous les gens avec lesquels je suis branché en permanence, j'ai au moins 85 scientifiques qui sont connectés avec moi de partout sur Terre et qui m'informent de la moindre découverte qui arrive. Bah écoute, en tout cas, c'est un article qu'on en a trouvé qui dit que ses dimensions seraient supérieures à la grande pyramide de Khéops et son origine serait totalement inconnue. Une chaîne de télévision américaine avait publié un reportage sur cette découverte dans les années 90. D'après eux, la découverte de cette structure, je te livre l'article qu'on a vas-y. La découverte de cette structure serait due à des essais nucléaires chinois qui auraient mis à jour cette pyramide souterraine à cause d'un séisme. Certaines photos aériennes prises en hiver montreraient une structure en relief sous la neige. Et un ancien militaire basé en Alaska affirme avoir vu cette pyramide donner même sa localisation. Alors tu sais qu'on va avoir un coup de bol, Bob, parce que le Nord-Sud Institut, la fondation que j'ai fait pour la promotion de l'aventure et tout, a une antenne au Québec. Je vais lui demander, tu sais, le Québec, Canada, l'Alaska, c'est pas très loin. À côté, mais pas loin, quoi. Ouais, ça va. De se pencher sérieusement sur la question, de ramener le maximum d'infos et je te balancerai tout ça. Ouais, parce qu'ils disent que la zone où se trouverait la pyramide est connue comme étant le triangle des Bermudes de l'Alaska à cause du nombre élevé d'accidents et de disparitions dans cette région. C'est magnifique. Tu as déjà vu le climat en Alaska? Oui, c'est vrai. Y aller à côté, la France et ses tempêtes, c'est gentil, quoi. Ouais. Alors, on revient vers toi dans un instant. On continue à parler de ces pyramides. On aura juste après la pause une vingtaine de minutes pour essayer d'en savoir plus encore sur ces formes pyramidales, sur l'énergie. Et puis, j'ai plein de questions qui arrivent sur la page Facebook, mon Elliot. Oui, notamment, est-ce que ça peut transformer l'eau en vin?
On appelle ça Jésus-Christ. Hein, donc, allez. Si ça le faisait, je suis le premier consommateur. Ah, moi aussi, je vais en Égypte demain. Allez, à tout de suite. Dominique Youngblood est avec moi, écrivain, historien, spécialiste des civilisations antédiluviennes. On parle des pyramides. Dis-moi, Dominique, il y a beaucoup de gens, tu sais, dès que l'on parle des pyramides, on parle des extraterrestres. Est-ce que toi aussi, tu as une idée à me livrer là-dessus? Alors, si tu veux, le problème pour moi, il est un peu différent. Que je t'explique très rapidement, pendant mes 28 ans de recherche et de balade pour arriver à comprendre ce qui a bien pu avoir avant la Grèce, Rome, etc., j'avais quand même un horizon fermé par l'histoire telle qu'on la connaît. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai fait des découvertes, cet univers s'est élargi. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein. Graham Hancock, Johnny Anthony West, Robert Bauval, certainement tes auditeurs connaissent ces gens-là. Donc, si tu veux, on a à un moment donné un univers qui devient tellement large qu'on se dit c'est quand même bizarre, parce que même si on arrive à des légendes comme les fameuses Anunnaki, tu as dû en entendre parler. Ah bah ouais, on a fait pas mal d'émissions dessus. Les légendes du déluge avec l'épopée de Gilgamesh, etc. On arrive à un moment donné où le recul de l'histoire est important. Déjà, le premier camouflet monstrueux pour l'archéologie classique, c'est que on a instauré en dogme qu'avant Sumer, il y avait que des primitifs. Ouais. Et avec la cité de Kambat par 40 mètres de fond, large de la péninsule indienne, datée à 9500 ans, tu parles qu'ils sont pas passés pour des guignols. Donc, le problème là, c'est que effectivement, il arrive à un moment donné, il faut se poser la question, et la toute première. Oui. Parce qu'il y en a bien eu une première. Il faut bien qu'à un moment donné, il y en ait une première. Et cette première, moi je pense sincèrement que c'est Shambhala. Ah oui. Ah oui, et je vais te dire, c'est les éléments que j'ai à travers les carnets, donc ce qui va être publié dans la trilogie Shambhala. Ouais. C'est tellement énorme que j'ai été obligé de le faire en 3 tomes, t'imagines un peu. Ouais. C'est tellement dingue que si effectivement tout ce que dit Wesley est authentique, je peux te dire une chose, tu cherches un extraterrestre, mon Bob? Ouais. Prends un miroir. C'est-à-dire Tu crois que je suis... Bon, alors je pense être un extraterrestre depuis très longtemps dans ce paysage radiophonique. Rassurons les deux dans ce cas-là. Voilà. Mais alors, cela dit, c'est pas con. On est peut-être tous extraterrestres. C'est ce que tu es en train de me dire. Poser la question pourquoi l'homme de Néandertal est incompatible génétiquement avec Sapiens, quoi qu'on en dise, et que je vais te donner une expérience. Pourquoi toutes les soi-disant descendants de l'homme, on y voit une évolution, mais que sur 250 000 ans de Sapiens, on voit pas le mec bouger d'un iota. Tu t'es pas posé la question sur ce plan-là? Ah si, mais moi je me pose des questions tous les jours, c'est pour ça que je suis là, Dominique. Non, mais les auditeurs devraient se poser la même. Ouais. Tu comprends? Si notre homo sapiens de base, là, était imparfait demeuré, pas complètement fini, hein, logiquement, on devrait être un petit peu plus... comment dirais-je, relooké que lui, non? On n'a aucune différence avec lui, sauf que lui, il n'avait pas le rasoir bic, c'est tout. Mais c'est ça, il avait les cheveux longs et le cheveu gras. Hein, quand même. Mais ça, c'était déchet, on a essayé un retour avec 68. Hein. Dis-moi, Dominique, parce que moi, il y a un truc qui me dérange aujourd'hui, mais énormément. Hein, c'est pour ça que j'essaie de faire un petit peu bouger les choses à mon juste niveau. Hein. C'est, je me dis, par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui que Darwin... Bah voilà, tout le monde commence à le mettre de côté. Ah mais j'ai lu un super article et ça date pas plus tard que de cet après-midi où il y a un forum de scientifiques, hein, attention, pas un forum d'internautes, hein, c'est un forum de scientifiques qui sont en train d'assassiner Darwin et le darwinisme et l'évolution, mais d'une force que je t'en parle même pas, quoi. Mais alors pourquoi on commence pas véritablement au grand jour à essayer de reconstruire, tu vois, le chemin, le chaînon manquant, quoi. De manière humoristique. Tu vois franchement le ministère de l'Éducation nationale te dire que depuis au minimum 200 ans, on vous apprend des conneries à l'école? Bon, enfin, on peut se tromper dans la vie, l'erreur est humaine, non? Pendant 200 ans? Bah ouais. À un moment donné, moi je trouverais ça génial, tu vois, vraiment. J'aurais l'impression que le mec, en fait, de l'éducation qui me parle, eh bien, il est proche de moi et qui me dit, bah voilà, bah en fait, on a un dogme scientifique, historien. Les gars qui sont au-dessus de lui. Ah. Eh oui.
En plus, sans compter, tu t'imagines la ruine de tous les éditeurs qui ont sorti des livres d'histoire et tout, qui peuvent tout jeter à la poubelle. Oui, mais il y en aurait d'autres. Donc tu vois ce que je veux dire. Oui, donc. c'est sûr. Ouais, mais enfin, en attendant, faut penser à eux, c'est pauvres, en période de crise. Oh putain, c'est hallucinant quand même, parce que c'est fou, c'est-à-dire qu'on a tous la sensation qu'on est assis sur une grosse fumisterie, et en fait, rien ne bouge. Mais Bob, tout le monde le sait, depuis longtemps, même les plus grands scientifiques. Moi, j'en ai discuté avec un mec qui est loin d'être un con, un certain Robert Ballard, ça te dit rien? Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà. Et si tu pouvais imaginer tout ce qui se dit, même aux États-Unis, ça fait un petit moment que les mecs en sont revenus. Hein. Ouais. Le problème, c'est que changer des repères aussi importants que cela, c'est changer le monde. En plus, t'imagines même pas la portée au niveau des religions. Ouais. Si demain, je te dis, tu sais, les Odin et compagnie, c'était en fait rien de plus que des personnages historiques, certes remarquables, puisqu'ils ont marqué l'histoire. Bien sûr, ouais. Mais ça n'a jamais été les dieux. Et d'ailleurs, prenons le latin. Tu sais ce que veut dire Deus? Bah Dieu, normalement, non? Non, le chef, le conducteur, celui qui dirige. D'accord. Ah. Ouais. D'accord. C'est tout con, hein, mais c'est sûr il va falloir faire revenir les gens au latin, je pense. Ouais, c'est ça, quand on a un peu transcendé le mot, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on est vraiment assis sur un. On sait, beaucoup de gens le savent. Regarde, tu me dis tout à l'heure que tu as lu un article de scientifiques disant que le darwinisme. Carrément des scientifiques. Ouais. Je vais reprendre le lien et je le mettrai sur la page. Pour les auditeurs là qui nous écoutent, ils peuvent dire ouais, ils causent, mais nous on aimerait bien avoir le truc. Eh ben, pas de problème, les gars, je vous le mets en ligne. Oh, parce qu'il y a quelque chose, on va revenir aux pyramides et à cette énergie qui se dégage de ces pyramides, puisqu'on est là pour ça. Rien que ça devrait quand même inciter les scientifiques à se poser des questions et à travailler là-dessus. Parce que j'ai reçu beaucoup de gens qui parlent de pyramides. Aujourd'hui, tu te balades avec une caméra un peu professionnelle en Égypte, tu veux filmer les pyramides, tu te fais déchirer. La police arrive tout de suite. Tu peux pas faire grand-chose. En Chine, tu te fais enfermer carrément. J'ai un pote qui a été invité par la Chine pendant 7 ans. Bah alors c'est encore pire parce qu'en Chine ils mettent de la forêt dessus pour pas qu'on les voit en fait. Hein, oui complètement, je confirme. Hein. Et alors ça c'est du vécu. Ça c'est incroyable quoi. Donc c'est assez fou. On continue à parler de tout cela. Vous arrivez à peine. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Alors tu me parlais tout à l'heure, Dominique, de cette énergie là qui jaillissait par le sommet de la pyramide. Voilà, tout à fait. Et alors là encore une fois, il y a des faits puisque tu as des photos, tu as des. Ah oui, aucun souci. Il y a des photos qui ont été faites. Alors il y a beaucoup de gens qui essaient de démonter ce qu'on appelle la technique kirliane de photo, en disant qu'en réalité c'est un problème au développement photographique. Bon, faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi, mais ça, ils peuvent, si tu veux, abuser le néophyte, mais le gars qui a l'habitude de travailler sur l'argentique, sait que ce genre d'effet, ça peut pas se fabriquer, quoi. Ouais. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors l'argentique, c'était ce qu'il y avait avant le numérique, les vraies photos. De la photo numérique. Voilà, c'est ça. C'était quand on développait dans son petit labo dans le noir, et qu'il fallait pas allumer les lumières à part la rouge. Voilà, et puis alors c'était très compliqué à truquer, hein, donc voilà. C'est déjà au développement. Si tu arrives à truquer une photo, c'est déjà balèze, mais si tu le fais au développement, il faudra que tu m'expliques comment tu fais, tu vois. C'est vrai. Alors, autre question qu'on se pose quand on regarde des pyramides, c'est la construction. Complètement. Mais elles sont similaires partout, puisque je te dis, la plupart des pyramides ont un angle très proche, et plusieurs pyramides au Mexique, en Amérique centrale donc, mais même en Amérique du Sud, ont une forme et une inclinaison quasi identique à celle de Khéops. Hein. Donc il y a quand même une sorte de communauté, si tu veux. Quand tu t'aperçois que toutes ces pyramides ont à peu près la même forme, que seules les pyramides émettent un champ électromagnétique particulier qui est quasi indécelable, sauf avec des appareils de mesure particulièrement sophistiqués ou par une photographie avec des pellicules ultra-sensibles. Quand tu t'aperçois que si tu ne peux pas la voir, c'est comme le vent, ça, tu ne le vois pas, mais tu le sens quand même. Bien sûr. Eh ben, cette énergie, c'est de la même manière.
quand elle agit sur les effets, notamment, comme je te disais, sur une lame de rasoir, mais il y en a beaucoup plus que ça, des expériences dans le bouquin. Donc là, on a pris deux, trois comme ça en les jetant en pâture, si tu veux. Mais il y a des trucs quand même beaucoup plus troublants là-dedans, dans ces expériences. Et là, je demande à nos détracteurs, les tiens et les miens d'ailleurs, parce qu'en ce moment, ils doivent se serrer la louche. Hein. et de ce côté-là, je leur demande de démonter-moi le truc. Parce que c'est bien de dire qu'on est des cons, mais prouvez-le au moins, quoi. Faites quelque chose, un peu de travail intellectuel, les gars. Ah bah de toute façon, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent les gens confirment et les gens infirment sans avoir de preuves. Hein. C'est ça qui est toujours difficile, hein, quand même. Mais ils partent de leurs convictions intimes, et c'est très bien pour l'intime conviction, mais enfin ça a aussi abouti à des erreurs judiciaires. Donc les gars, revenez sur terre 2 secondes. Hein, et donnez-nous des éléments scientifiques, faites les expériences, essayez de les rendre contradictoires, mais dites pas ça marche pas, ça existe pas, c'est pas vrai, les gars fabulent. Non, on peut pas parler comme ça. Pas quand on fait le travail sur un domaine comme cette force pyramidale qui est quand même pour moi peut-être une source énergétique du futur. Peut-être quelque chose qui va nous permettre de nous passer du nucléaire, de pas balancer 20 millions d'éoliennes au beau milieu de l'océan, parce que ça un jour, personne n'y a pensé, mais il va falloir s'en débarrasser de ces trucs-là, quand on aura trouvé mieux. Ce sera pas mieux que les centrales nucléaires. Hein. Bah oui, puis alors ça va être vilain dans l'eau. Hein. Et puis t'imagines 30 secondes si tu transformais le Sahara en panneau solaire, quoi. Dominique, pas mal de questions encore une fois sur la page Facebook, ça fait énormément réagir, je le savais, mais en même temps tu passionnes, hein, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que tu ne seras pas brûlé ce soir, hein, Dominique, on va attendre un peu. Demain, je te promets. Voilà, une question concernant justement l'énergie, Elios. Oui, est-ce qu'elle stabilise l'énergie globale de la Terre? On peut l'envisager? Alors, je vais te dire une chose particulière. Moi, je suis convaincu d'autre chose à propos des pyramides. Ce que je vais dire va pas faire plaisir aux gens, je pense, surtout à ceux qui sont très New Age et très gentils. Mais je pense que nos anciens ont fabriqué par cette chaîne de pyramides, à partir des éléments que je possède moi, ce que eux-mêmes ont baptisé l'arme ultime. Et quand on parle d'armes ultimes, de tourner vers l'extérieur de la planète, il faut se poser la question vers qui? Et voilà, parce que là, elles sont en pointe, si ce sont des armes, elles sont dirigées vers le ciel, donc vers l'extérieur. Très sincèrement, c'est un système, je pense, de protection, moi c'est mon point de vue, qui s'alimente de manière tellurique à travers le noyau énergétique de la planète, pour déclencher quelque chose. En même temps, tu sais... J'ai des bribes d'informations que j'ai à travers tous les écrits anciens indiens, mais surtout à travers ces fameux carnets, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ma Bible, c'est les carnets de Wesley, et la seule manière de m'assurer qu'ils sont authentiques, au sens que ce que dit Wesley n'est pas de la fabulation, c'est d'aller y voir. Et tu sais, je te le dis d'avance, c'est un projet très long, très lourd, qui va me demander du temps, mais j'y œuvre. Mais tu sais, c'est assez marrant ce que tu dis, parce qu'on avait reçu ici un enquêteur extrasensoriel, comme les Américains les utilisaient dans les années 70 lors de la guerre froide, je pense qu'ils les utilisent encore. Hein. Voilà, que j'avais mentionné, mandaté ici pour aller visiter les pyramides de Chine, parce que, comme tu le sais, personne ne peut les visiter. Et lui, ce qu'il avait ressenti, c'est qu'en fait, c'était justement de l'énergie énorme et des armes, en fait. Que là encore, il y avait, pour lui, c'était une arme qui se pointait vers le ciel. Ah oui, mais c'est une arme, à mon avis, pointée vers le ciel. Et quand tu parlais d'extraterrestres, je t'ai dit, moi, personnellement, si j'en crois ce que j'en sais, mais je veux pas déflorer le sujet, tu vas me faire péter mon sujet, là. Oh non, ça va donner envie aux gens d'acheter ton bouquin. Oui, en fait, si tu veux, je pense que nous, on est des squatteurs. Que le véritable propriétaire de la planète, on lui a donné son congé, c'est Néandertal. Et qu'on n'est pas arrivé ici en touriste, mais en naufragé. Et je pense que si on était des naufragés, et d'après toujours je me fie à des informations qui sont contenues dans les carnets de Wesley, c'est parce que on a été engagé dans un conflit qu'on a perdu. Donc en fait, la Terre a été notre petit coin de paradis, il nous a permis de survivre en fait. Même pas. La Terre a été le premier endroit où notre jouet s'est écrasé.
Donc on est tous Allez, effectivement des descendants des extraterrestres. Parce que franchement, tu m'y pousses. Non, mais ouais, moi j'ai envie de savoir, hein, tu sais bien Dominique, j'ai envie de comprendre. Ouais, je me doute. Donc voilà. Donc on Je serait... te dis, toujours sous la réserve de. Les informations que je te donne sont sous la réserve que. Tout le temps. D'accord. C'est-à-dire sur la réserve que, il faut y aller voir pour voir si c'est vrai. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, autre question, alors bien sûr, je sais que tu vas me rire au nez, mais parce que beaucoup de gens... Je ris jamais au nez des pionniers, moi. Bon. 25 ans, la construction d'une pyramide, ça te fait rire, non? Oui, non. Oui, non. Ah. Oui, non. Parce que le véritable problème pour moi, c'est d'abord, est-on absolument sûr, il y a 36 méthodes qui ont été évoquées, prouvées et des fois même démontées sur l'art et la manière de monter la pyramide. À l'heure d'aujourd'hui, aucune d'elles n'est certifiée à 100%. D'accord. Maintenant, moi je te dis, quelqu'un qui est capable de gérer cette énergie que nous-mêmes on est en train à peine d'apercevoir, pouvait très bien disposer de quelque chose qui effectivement lui permettait de faire des choses qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire. Je te donne quelques exemples tout simples. Il n'y a pas que la pyramide. La pyramide, déjà, quand tu fais le calcul du nombre de blocs et de sa hauteur, tu te dis, nom de Dieu, avec monter ça, bonjour, quoi. Bien sûr. Mais tu vas voir à Sacsayhuaman, t'as une pavasse de 400 tonnes. La plus grosse grue de levage a tout pété les berzingues. Si elle arrive à lever 200 tonnes, c'est yahoo.com, quoi. Donc, comment? Tu vois, là c'est sûr. Comment, comment ils ont fait? Comment c'est possible? C'est certain que c'est pas des gus avec leurs petits bras musclés. Hein, il n'y avait pas de potion magique à cette époque-là. Mais tu sais, je pense que le jour où on aura la réponse à comment, on saura pourquoi et par qui. Hein. Et on saura même d'où et où. C'est ça. D'où on vient et où on va. Alors, autre question que je voulais te poser, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette discussion, c'est que on a parlé tout à l'heure de George Lucas, qui était, semble-t-il, un initié. On dit qu'à Hollywood, certains spécialistes de science-fiction sont également initiés. On voit bien que souvent la science-fiction, est juste l'antichambre de la réalité. On voit bien que quelques années plus tard... Je vais te donner un autre exemple. Si on en croit Wesley, on serait arrivé avec... Enfin, c'est pas lui qui le raconte, il raconte ce qu'il a traduit sur des murs. Hein. Et pas n'importe quoi, il a baptisé... C'est une salle qui s'appelle... qu'il a baptisé la salle historique parce qu'il savait pas comment l'appeler autrement, quoi. 1000 mètres de côté, 8 mètres 50 de haut, 400 murs espacés de 3 mètres, l'intégralité recto verso gravée. Toute l'histoire de Shambhala et du royaume de l'Agartha sur des pavasses. Et il a pu traduire aussi à partir des images, parce que évidemment le dravidien et la langue antédiluvienne, c'est pas forcément quelque chose dont il était maître, et pourtant il a bossé 15 ans sur les langues anciennes. Lui permet de traduire un petit jouet avec lequel on serait arrivé à plus de 120 000, 19 km de long, 8800 mètres de haut. Tu rentres 10 croiseurs intergalactiques dedans. Alors, ça fait réfléchir. La question qu'on se pose, c'est il s'est écrasé quelque part, engin forcément. Mais vu la gueule qu'il a, il est tellement énorme que même il serait devant nous, on le verrait pas. Oui, c'est ça, c'est que c'est tellement gros qu'on le voit pas. Tu vois ce que je veux? C'est un peu comme l'arche de Noé, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je te parlais d'initiés. Quand on voit qu'il y a en France, dans la cour du Louvre, une pyramide, Mitterrand initié, j'imagine, non? Tu sais, les initiés, il y en a depuis un petit moment, et sans parler, parce que je ne sombre pas dans le gouvernement planétaire, mais je pense qu'il y a des intérêts quand même. Il y a des intérêts qui sont en jeu depuis longtemps, et je pense qu'un certain nombre de dirigeants n'ont jamais été forcément des initiés, mais plutôt la marionnette de gens qui étaient initiés. D'accord. Donc tu optes quand même pour une coalition gouvernementale, peut-être? Je suis plus loin que ça, planétaire. Mais planétaire, sous la forme d'une chose... Enfin, pour l'instant, j'en ai pas l'idée. Et je veux pas rentrer dans une histoire de complot. Parce que je pense pas que les gens complotent. Je pense qu'à un moment donné de l'histoire, si tu veux, quand j'ai étudié les civilisations antédiluviennes, elles ont toute une série de points communs. Quel que soit l'âge à laquelle elles ont existé, et quelles que soient les successions qu'elles ont eues entre eux. Par contre, il y a 9600 ans précisément, tu as un déluge, puis une rupture nette des valeurs. En clair... Chacun pour soi, Dieu pour tous et tous pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, depuis ce moment-là, toutes les règles qu'on connaît, toutes, les classes sociales, les castes, la méritocratie par le pognon, le pouvoir, etc., sont nées de là. Et depuis 9600 ans, c'est comme ça. Excuse-moi de dire,
depuis seulement 9600 ans. Donc c'est qu'il s'est bien passé quelque chose. Et moi je pense que des gens ont profité à ce moment-là de la situation parce qu'ils détenaient les clés, si je puis dire. La bouffe, l'eau, je sais pas ce qui se passait à ce moment-là. Ils se sont rendus compte que c'était un véritable pouvoir et ont littéralement asservi les peuples. Je peux pas le prouver, tout le monde va me traiter de débile. J'en entends déjà là, de l'autre côté du poste. Mais j'ai le droit d'avoir mes convictions personnelles. Et moi je pense qu'on est dans cet état-là. Tu sais quoi, je dis tous les soirs, hein, je le dis, je le répète assez souvent, j'expose et les gens disposent, c'est ça la vraie liberté. Oui, mais il y en a qui t'interdisent de penser aussi. C'est pas grave. T'inquiète pas, je trouverai toujours le moyen de me faire entendre et en tout cas de vous permettre de vous exprimer, vous qui travaillez et qui cherchez. En tout cas, Dominique, je voudrais te remercier parce qu'on arrive au terme de cet entretien qui était magique. Merci de m'avoir invité. Dominique Youngblood, écrivain, historien, spécialiste des civilisations antédiluviennes. Alors tu as beaucoup de monde qui a envoyé un mail pour récupérer ton bouquin. On va te faire. Pas de problème, je tiens toujours mes paroles. Eh ben voilà, on va t'envoyer un petit dossier avec toutes les adresses, comme ça tu pourras leur renvoyer ton bouquin, d'accord? Ça marche, ils ont ça dans la semaine, promis juré. Eh ben super, merci infiniment, puis tu reviendras pour nous parler de ton bouquin, ok? Ça marche, merci beaucoup. À très vite, salut. Retrouve Bob sur Ado Et aussi sur le net. en podcast totalement gratuit sur iTunes.